Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage. Depuis un petit moment déjà, la sphère YouTube parle beaucoup de ce qu'on appelle le kickback. J'ai donc fait des recherches sur YouTube, j'ai fait aussi des recherches sur la législation française. Je vous dis tout ce que je sais. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que le sujet est trop important et que je trouve que sur YouTube, il est utilisé plutôt pour faire le buzz que pour prévenir des risques qu'il peut y avoir à utiliser une scie circulaire. Je vous le dis donc tout net, il n'y aura pas d'image choc sur cette vidéo. Je vais vous donner toutes les sources d'informations qui me permettent de vous dire ce que je vais vous dire. Vous pourrez le vérifier par vous-même. Quand on parle de kickback, déjà on emploie un mot anglo-saxon. Ça m'a orienté sur mes recherches. J'ai donc commencé sur YouTube et j'ai cherché kickback circular saw. Puisque c'est un mot anglais, j'ai utilisé un terme de recherche anglais. Et puis j'ai classé les vidéos par ancienneté. La première vidéo que j'ai trouvée était une vidéo sur les scies circulaires portables. Il y a 9 ans de ça, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties, il y en a qui sont gore, il y a des vidéos amateurs, mais j'ai choisi une vidéo professionnelle. C'est une vidéo a priori d'un organisme de sécurité qui a fait une vidéo très courte pour expliquer quel était ce qu'on appelait le kickback avec une scie circulaire portable et qui montre quelqu'un qui scie en bois de travers. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bois de travers et le bois de long, je prends une planche. Si je prends ma scie circulaire et que je scie dans ce sens-là, je suis en bois de travers. Si je prends ma scie circulaire et que je scie dans ce sens-là, je suis en bois de long. Donc l'exemple qui était montré dans cette vidéo de sécurité, c'est quelqu'un qui prend une planche et qui veut la scier avec une scie portable, qui veut la scier comme ceci. Et quand il la scie, il n'a aucun guidage, il n'a pas mis de guide, et quand il scie comme ça, il tourne. Il a un mouvement circulaire. Donc il vient coincer la lame se coince, et quand la lame se coince ici, eh bien c'est pas la planche qui bouge, c'est la scie qui recule. La scie a reculé, tout du moins dans la simulation, la scie recule et vient lui sectionner la jambe. Ça, c'est le premier exemple qu'on trouve sur YouTube quand on cherche kickback circular saw. Et c'est une vidéo qui n'est pas une vidéo d'amateur, c'est une vidéo d'un organisme de sécurité. Cet exemple a été repris par un YouTuber américain et la vidéo qu'il a faite a fait 9 millions de vues. Ça a dû donner des idées à certains. Parce que 9 millions de vues, il y a 9 ans, c'est énorme. Et cette vidéo, elle montre quoi? Eh bien, elle montre l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une scie portable, mais on est sur une scie sous table. Cette vidéo qui a fait 9 millions de vues a été reprise plusieurs fois et a été retravaillée et redémontrée par d'autres youtubeurs qui sont un petit peu plus sérieux et qui ont essayé d'expliquer ce qui pouvait se passer avec une scie sous table. Pour vous expliquer les situations, j'ai changé de dimension de bout de bois, mais c'est la même chose. Donc, le premier exemple qui était pris, il reprend exactement la situation de la scie portable et la retranscrit sur la scie sous table. C'est-à-dire qu'on essaye de couper en travers une planche de bois, comme ça, avec bien sûr la scie qui fonctionne. Moi, je ne vais pas le faire en vrai. On pousse la pièce. Et puis, à un moment, on ne la pousse pas comme il faut, c'est-à-dire qu'on la pousse plus ou moins en travers, et là, elle se coince, et elle vient être éjectée derrière. Donc ça, c'est une vraie situation, une situation dans laquelle on n'a pas de guide ici pour couper en travers. Là, j'ai fait un trait de scie pour vous montrer. Si on prend la pièce, qu'on avance ici, et qu'on tourne, eh bien, on va coincer la planche sur la lame de scie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la lame descend ici, elle a tendance à plaquer le bois contre la table, alors que quand on est de l'autre côté, eh bien la lame elle a tendance à soulever. Et c'est ce qui se passe quand on scie suffisamment profondément, quand on arrive à avoir une coupe plus grande, eh bien on vient soulever le bois et le bois s'en va. Donc ça c'est l'exemple qui est pris par ce youtubeur qui reprend le travail de la coupe en travers et qui montre que au départ, il ne peut rien se passer même si on met le bois en travers, puisque la lame a tendance à appuyer le bout de bois contre la table, mais que quand on dépasse l'axe de la lame, eh bien à ce moment-là, les efforts de coupe ont tendance à soulever le bois. Et si on se met en travers, eh bien à ce moment-là, le bois est éjecté. Donc ça, c'est un vrai exemple. Ce qui veut dire que le risque est très important quand on n'a pas de guide. Et c'est là où il faut être très vigilant. L'autre situation est lorsqu'on coupe en long.
ce moment-là, on utilise un guide de coupe. Et ce guide permet d'éviter de scier en coinçant la lame. On ne peut pas bouger comme ça puisqu'on est appuyé sur le guide. Donc on ne va pas coincer la lame ici en sciant. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que le guide ne soit pas parallèle à la lame. Alors dans un sens, c'est pas très grave, c'est-à-dire que si le guide, je vais caricaturer la situation, mais si le guide est comme ça, on ne va pas pouvoir coincer la lame puisqu'on aura une planche qui sera plus petite. Par contre, si on est comme ça, eh bien à ce moment-là, on va couper à une certaine largeur ici, qui sera beaucoup plus réduite ici. Et quand ça va arriver ici, ça va frotter contre la lame, et quand ça frotte contre la lame, eh bien l'effort de coupe a tendance à soulever le bois et à faire une éjection. Donc là, on voit que la dimension ici est plus large que cette dimension ici. Donc quand on va arriver ici, eh bien on va naturellement, la lame va soulever le bois. C'est donc la deuxième source de kickback. Une pièce de bois qui est guidée ici longitudinalement avec un guide qui n'est pas bien réglé par rapport à la lame et qui vient donc coincer la pièce en sortie de lame. Et là, on a une éjection probable, pour autant que la pièce ne soit pas maintenue. Parce que si on maintient la pièce, on va frotter sur la lame et ne pas couper à ce moment-là. Et donc, on va se rendre compte normalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça arrive donc dans une situation bien précise. C'est une situation où on a un guide qui n'est pas parallèle à la lame. Et en plus, on ne tient pas la partie qui va être coupée. C'est-à-dire qu'on appuie ici. Et comme on appuie ici, cette partie ici est libre. Quand on va arriver au bout, eh bien, elle va reculer. Parce que normalement, quand on coupe, on appuie comme ça. Donc normalement, avec le poussoir ou avec les mains, si c'est assez large, on arrive à avoir un maintien de la pièce. Ça n'arrive que si on fait comme ça et qu'on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne maintient pas la partie ici qui va être coupée. Elle peut se lever, mais elle ne peut pas reculer. Ensuite, ce qu'on trouve sur Internet, eh bien, c'est des sites de fabricants qui, eux, ont trouvé l'astuce, c'est-à-dire que face à une crainte, face à un problème, ils proposent des outillages. Par exemple, un outillage anti-kickback qui se met sur le séparateur, ici, le couteau diviseur, et qui vient plaquer la pièce derrière. Ça correspond à la situation que je viens de vous expliquer, à savoir que la pièce qui va être coupée ici n'est pas maintenue par l'opérateur. Donc on y met quelque chose qui vient la maintenir et l'empêcher de reculer. Ça, c'est une vidéo qu'on trouve aussi juste après les vidéos de kickback. Voilà l'origine du kickback tel qu'on peut le trouver sur YouTube. Alors YouTube, ce n'est pas une référence. YouTube, c'est un outil de communication qui a vocation, pour certains, à faire le buzz, c'est-à-dire à leur apporter un maximum de vues, pour leur apporter un maximum d'audience et voire un maximum d'argent. Donc, c'est pas toujours la bonne source d'information quand on cherche quelque chose. Au passage, vous l'aurez remarqué, sur cette vidéo, il n'y a pas de publicité. Parce que je juge qu'un sujet comme ça n'est pas un sujet de divertissement et que donc tout le monde doit y avoir accès sans publicité. J'ai donc continué mes recherches ou approfondi mes recherches et pour ça, je suis allé sur le site du législateur en France. Et j'ai trouvé un décret de 1981 qui exclut les scies portatives. Donc l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le premier exemple qu'on trouve sur YouTube pour le kickback, eh bien le décret exclut les scies portatives et se concentre sur les scies fixes comme celle-ci. Et il y a un article, c'est l'article 3 qui dit que les machines doivent avoir un couteau diviseur. Donc ce décret, c'est un décret donc de 1981 qui détermine un certain nombre d'obligations à remplir par les machines. Donc en 1981, il n'était pas obligatoire d'avoir un couteau diviseur à l'arrière. Avec un bémol, donc, quand la situation de coupe ne met pas l'opérateur en danger. C'est-à-dire quand on ne reproduit pas ce que je vous ai expliqué qui est susceptible de faire un rejet de la pièce. Cet article 3 a été abrogé en 1993. Ma machine date de 1991. Donc elle est sortie au moment où la réglementation disait que si on utilise correctement une scie circulaire, eh bien on n'a pas besoin de séparateur de couteau diviseur à l'arrière. Avec bien sûr l'utilisation quand les pièces sont trop petites et qu'on n'a pas la place de passer les doigts, l'utilisation ici de poussoir ou de tout autre moyen qui permet d'avoir la scie éloignée de ses doigts. Et puis en 2011 est sortie une recommandation dans le service de prévention du BTP. C'est là que j'ai trouvé les références, je ne les ai pas trouvées ailleurs, mais on recommande l'utilisation de couteaux diviseurs
pour les machines qui sont utilisées dans le BTP. On explique que c'est pour éviter le rejet vers l'opérateur de la pièce engagée par resserrement du bois. Alors vous avez vu que jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé du resserrement du bois derrière la lame de scie. Ce n'est pas l'origine du kickback. Jamais personne n'a parlé dans ce mot anglo-saxon du resserrement de la pièce derrière la lame de scie. C'est une autre situation qui n'a rien à voir avec le kickback tel qu'il est présenté par les anglo-saxons depuis une dizaine d'années. Pour autant, c'est une vraie situation dangereuse. Donc dans le BTP, il est recommandé d'utiliser, comme le dit le décret de 1981, un couteau diviseur derrière la lame de scie pour éviter que quand le bois qui est coupé cette fois-ci en long et pas en travers, parce que quand on le coupe en long, suivant le bois qu'on coupe et suivant la longueur qu'on coupe, eh bien, il peut y avoir un resserrement du bois derrière la coupe qui vient pincer la lame et faire comme quand on a une coupe en long avec un guide en travers. C'est-à-dire qu'on vient toucher la lame et on vient donc frotter et avoir tendance à soulever le bois et donc l'éjecter. Donc je fais une parenthèse avec les scies portatives comme celle-ci. Ici, il y a un couteau diviseur. Et ce couteau diviseur, il répond à certaines règles que je vais vous donner. Mais ce couteau diviseur, il sert quand on fait une coupe en long pour éviter que le bois ne se resserre derrière la lame quand on coupe et à ce moment-là que la scie soit éjectée vers l'arrière et qu'on retombe dans la situation du kickback avec la coupe en travers. C'est-à-dire venir se mettre la scie sur les jambes, sur les bras, sur le corps. Donc les réglementations françaises ne concernent pas les scies portatives, tout de moins celles que j'ai trouvées jusqu'à 1993. Et ensuite, cette recommandation du BTP dit aussi que c'est pour éviter que le bois arrive derrière la lame de scie ou que les doigts arrivent derrière la lame de scie. Il est aussi préconisé, en plus du couteau diviseur, d'avoir un capot de protection sur la lame et d'avoir les courroies d'entraînement du moteur protégées. Dans la préconisation du BTP, il y a des caractéristiques qu'on retrouve dans un autre document aussi. Donc les préconisations pour le couteau diviseur sont assez précises. L'intervalle entre le couteau diviseur et la lame de scie ne doit pas être supérieur à 2 mm. Et il doit être au diamètre de la lame de scie. Donc il doit vraiment affleurer la lame de scie sur l'arrière. Sur 1/5 du diamètre extérieur de la lame, ce qui fait beaucoup. Son épaisseur doit être inférieure de 5/10 au trait de scie, de manière à ne pas venir coincer lame de scie, mais aussi de manière à ce qu'on puisse scier. Donc il doit être inférieur au trait de scie de 5/10. Et ensuite, il doit être dans un acier de nuance E36 avec une résistance à la rupture supérieure à 58 décanewtons par millimètre carré. Donc on n'utilise pas n'importe quel acier pour faire un couteau diviseur. Et enfin, dans les préconisations sur le BTP, il est préconisé d'utiliser tout moyen pour éviter d'avoir le doigt trop près de la scie. Alors trop près de la scie, ça c'est quelque chose qui est assez subjectif. Ça dépend de l'aisance que vous avez, ça dépend de la façon dont vous abordez le travail du bois. Est-ce que vous avez une appréhension? Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension? Et ensuite, comment vous maîtrisez le travail du bois? C'est-à-dire comment vous anticipez, quelle expérience vous avez. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est au début de laisser les doigts le plus loin possible de la lame. Et ensuite, eh bien ça c'est une question d'appréhension du risque. Chacun a une appréhension du risque différente. En ce qui me concerne, je n'ai pas peur dans l'atelier, j'ai beaucoup plus peur quand je prends ma voiture. Et les chiffres sont là pour me le conforter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de morts et d'accidents de la route que de gens qui se blessent dans les ateliers avec des machines-outils en bricolant. Mais ça, c'est mon appréhension personnelle, vous avez sûrement la vôtre, et je la respecte, donc faites comme vous le sentez, et ne pensez pas systématiquement que des gens qui ne respectent pas les règles que vous respectez ne travaillent pas correctement. Ce n'est pas forcément le cas. Donc je le répète, cette vidéo n'est pas faite pour faire peur, n'est pas faite pour faire le buzz, elle est là juste pour démystifier, avec des sources identifiées que vous allez pouvoir vous-même regarder si ça vous intéresse, pour avoir des éléments factuels et non pas reproduire et déformer des choses qui sont véhiculées par YouTube, notamment, puisqu'on est sur YouTube, et qui sont déformées ou mal comprises. Donc là, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le contrôler, c'est donc vérifiable, et c'est là-dessus que je me base pour vous dire que le kickback, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais moi, je ne l'ai jamais vu le kickback. Certainement parce que j'utilise la machine dans de bonnes conditions, que je suis attentif à ce que je fais, que je suis donc très concentré. Quand je coupe du bois, je ne pense pas à autre chose. Je suis en train de couper du bois.
je ressens ce que je fais, j'y suis allé petit à petit. Ça fait plus de 30 ans que je fais du bricolage et que j'utilise cette machine, elle est de 1991. Donc j'y suis allé petit à petit. Il m'est arrivé parfois d'avoir peur et donc pour ça il y a des boutons d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que on ne force pas, quand on ne sent pas les choses, on ne les fait pas. On fait des essais avant, on y va tout doucement. C'est comme ça qu'on apprend, mais c'est pas en regardant des vidéos qui font le buzz qu'on forcément on apprend quelque chose. Donc s'il faut rappeler quelque chose, quand on utilise une scie portative, qu'elle soit filaire ou à batterie, ça ne change rien du tout. Si on coupe en travers ou si on coupe en long, il y a un risque de coincement de la lame dans certaines situations. Ce sont des situations où la scie n'est pas guidée, c'est-à-dire qu'on travaille à la volée, que l'on force et que l'on ne coupe pas droit ou que l'on n'a pas de couteau diviseur et qu'on force alors que le bois est en train de venir coincer la lame. Donc la première précaution, c'est que quand ça force, eh bien, il faut arrêter. C'est soit que la lame n'est pas bien affûtée, soit qu'on ne s'y prend pas bien. Donc pour cet outil-là, je vous conseille de l'utiliser avec un guide. Et si vous n'avez pas de guide, eh bien de tracer un trait et de suivre ce trait, sans forcer. Pour ce qui est de la scie sous table et du travail en long, il faut régler son guide de sciage pour qu'il soit bien parallèle à la lame de scie. Et dans ce cas, il est impossible d'avoir une pièce qui est éjectée vers l'arrière, parce que quand elle arrive sur l'arrière de la lame, elle est plus étroite que le passage, donc elle ne peut pas reculer. Et quand on pousse le morceau de bois qui est entre la lame et le guide, et pas l'inverse. Ça permet d'éviter que le morceau de bois qui est entre la lame et le guide soit éjecté vers l'arrière, puisque vous êtes en train de le pousser. Sur une scie sous table, on ne coupe pas en travers sans guide. Ça c'est très dangereux, et surtout quand on a une grande planche, parce que on a vite tendance à la mettre en travers, et à ce moment-là, quand on a dépassé le milieu de la lame, la coupe a tendance à lever le bois, et si on coince, eh bien, on va lever la planche. Donc ça, c'est très dangereux. Du coup, quand on fait une coupe en travers, eh bien, on met un guide, ou on utilise un chariot. En fait, on ne coupe pas comme ça. En conclusion, je dirais que la sécurité, c'est très important. Et c'est important pour beaucoup d'activités. Je parlais tout à l'heure de conduire. C'est aussi important quand on conduit que quand on est devant une machine. Dès l'instant où on est devant une machine outil, que ce soit une scie, que ce soit une perceuse, que ce soit n'importe quelle machine, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, comme ce sont des machines qui sont bien souvent coupantes, eh bien on risque de se blesser. Donc il faut faire attention. Et quand je dis qu'il faut faire attention, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on bricole, il faut être très attentif, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Pour moi, qui bricole maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, il est hors de question de bricoler en chantant ou en discutant, sans être concentré sur ce que je fais. Même les gestes les plus simples, avec des outils les plus simples comme une clé plate, si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites, vous avez de grandes chances de vous faire mal. Alors, avec certains outils, on se fera un petit bobo, avec d'autres, ce sera un gros bobo. Je vous conseille donc d'être concentré le temps que vous bricolez. Le bricolage, c'est une activité qui est divertissante, qui est reposante, tout simplement parce qu'on reste concentré et qu'on oublie tout le reste. C'est en ça que le bricolage est intéressant, c'est que ça permet de se libérer de toutes les autres pensées qu'on avait et de travailler sur un morceau de bois, de faire de la mécanique ou autre et d'être concentré sur ce qu'on fait. Ne faites jamais confiance à vos protections. Ça, c'est mon deuxième conseil. Ce n'est pas parce qu'on a des protections qu'il faut ne pas faire attention à ce qu'on fait. Les protections sont là uniquement parce que même en ayant pris soin de faire attention à ce que vous faites et d'être très concentré sur ce que vous faites, il y a encore une marge d'erreur, une marge d'accident possible. Et ça vient en deuxième rideau, pas en premier. Donc conclusion, c'est pas parce que vous avez mis un couteau diviseur et que vous avez mis un capot de protection sur votre lame de scie que vous êtes en sécurité. Ça, c'est une fausse idée. La première des sécurités, c'est vous. C'est votre comportement et votre attention pendant que vous bricolez. Donc il ne s'agit pas de faire peur, il ne s'agit pas de faire le buzz, il s'agit juste de rappeler certaines choses, justement pour éviter de faire le buzz avec des images violentes ou sanguinolentes. L'idée, c'est de dire stop, prenons les choses de façon rationnelle, regardons les problèmes tels qu'ils sont, et le véritable problème aujourd'hui, c'est plutôt le fait que, sous couvert de faire le buzz, eh bien, on alimente des peurs avec des choses qui sont erronées. Parce que j'ai vu des vidéos sur le kickback où les choses sont erronées. Les situations n'existent pas. Tout du mieux si on veut couper un bout de bois normalement. Je n'ai pas envie de refaire des vidéos de sécurité. J'en referai si on me le demande, mais franchement, c'est pas ma tasse de thé. Parce que la sécurité, c'est pas un sujet très marrant, même si c'est très important. Donc on ne peut pas passer
tout son temps à parler de sécurité. C'est pas l'objectif, on n'est pas ici en formation de sécurité. Quant à ceux qui pensent que les youtubeurs comme moi donnent un exemple bon ou mauvais, en fait on ne donne aucun exemple. Je l'écris en fin de vidéo, je le répète encore une fois, je ne suis pas un exemple, je vous montre juste les situations de bricolage que je vis depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et que je vous montre depuis 3 ans, mais que je vis depuis plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai quand même un petit peu, entre guillemets, d'expérience sur la maîtrise de certains outillages, mais pour autant, je ne suis pas un exemple. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve que dans l'atelier, je suis en sécurité. Vous trouvez peut-être que vous, dans l'atelier, vous n'êtes pas en sécurité, et donc vous focalisez sur des points de sécurité. En ce qui me concerne, je suis beaucoup plus stressé quand je prends la voiture que quand je suis dans l'atelier. Dans l'atelier, je me sens en sécurité. Ça ne veut pas dire que je relâche mon attention, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Donc j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir quand vous bricolez, que vous ne vous prenez pas trop la tête avec la sécurité parce que vous êtes attentif, parce que vous faites attention et que donc vous avez bien assimilé un certain nombre de règles et de conditions d'utilisation des machines. Et là je suis tout à fait d'accord avec ceux qui me font certains reproches en disant que des jeunes qui bricolent, qui commencent à bricoler, pourraient prendre exemple sur ce que je fais de façon bête et méchante entre guillemets, c'est-à-dire que certaines personnes qui débutent voient mes vidéos et disent « Ah ben il fait comme ça, je vais faire comme ça ». Je fais comme ça parce que ça fait 40 ans que je fais comme ça. Ça fait 40 ans que je coupe du bois, ça fait 40 ans que je serre des boulons. Donc j'ai un petit peu d'expérience sur le sujet. Et l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu des situations qui m'ont amené à acquérir de l'expérience parce que j'ai vu que ça se passait bien ou que ça risquait de ne pas bien se passer. Et c'est ça l'expérience. Donc faites-vous votre propre expérience en étant attentif, en étant concentré sur ce que vous faites. Et vous allez voir, l'expérience va venir. Après, comme je dis souvent, on peut paraître y avoir été. C'est le privilège de l'âge, c'est-à-dire que quand on a passé du temps, eh bien, on a vu un certain nombre de choses. Ça n'empêche pas de faire des erreurs. Et je fais des erreurs, et quand je fais des erreurs, je vous le montre. J'ai même fait une vidéo exprès pour vous dire que c'était la philosophie de la chaîne, quand je faisais des erreurs, je vous le montrais. Et c'est ça la transmission d'expérience. C'est quand on a fait une erreur, eh bien on montre qu'on a fait une erreur et on sait qu'on a fait une erreur, donc on ne la reproduit pas. Et si on partage son expérience, eh bien on montre ses erreurs. Quand on ne montre que des choses qui vont bien, on ne partage pas son expérience. Parce que, c'est pas moi qui l'ai dit, mais un philosophe l'a dit il y a très très longtemps, c'est que l'expérience ce n'est que la somme de ses erreurs. Donc quand on ne montre pas ses erreurs, on ne montre pas son expérience. Pour synthétiser et pour conclure, soyez prudents, allez-y doucement si vous débutez, remettez-vous en cause, posez-vous des questions avant de travailler, soyez concentrés et tout va bien se passer. Et enfin, si vous cherchez de l'expérience dans des vidéos ou dans des tutos, regardez bien qui c'est qui vous parle, regardez bien qui vous dit comment faire et pourquoi il fait comme ça. Les gens qui n'expliquent pas pourquoi, voilà, je vous laisse finir la phrase. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.